Salut les amis. Alors aujourd'hui on va à nouveau parler d'un animé, parce que je suis dans une période animée, hein, c'est comme ça. Cette fois ce sera Scrapped Princess, qui est un animé de 2007 si je me souviens bien. Donc assez ancien, mais qui date pile de l'époque où je me suis mise aux animés. Et du coup, ça a été une expérience assez agréable pour moi, parce que ça m'a vraiment rappelé justement le moment de ma vie où j'ai découvert les animés et tout l'émerveillement que j'ai pu avoir au début. Donc voilà, séance nostalgie, mais ça sera potentiellement subjectif parce que tout le monde s'est pas mis aux animés à la même période. Sinon, je l'ai choisi parce que le scénario m'avait l'air cool. Et en fait, c'est un animé que j'avais déjà téléchargé les 3 premiers épisodes il y a des années, très certainement, même avant 2010 ou quelque chose comme ça, et je les ai jamais regardés. Probablement que je les ai téléchargés en lisant le synopsis et que je les ai jamais regardés parce que j'avais oublié le synopsis et que le titre me disait rien. Moi, vous me mettez princesse dans le titre, il y a des grandes chances que je regarde pas. Du coup, ils ont traîné, et puis je suis retombée sur le synopsis il y a pas longtemps, et je me suis dit, oh, mais en fait, ça a l'air cool. Et voilà, du coup, je me rappelais que j'avais les 3 premiers épisodes, je les ai regardés, je me suis dit, c'est bien, et j'ai pris la suite. Alors, en résumé, quel synopsis m'a donc donné autant envie de le lire malgré le titre ? Eh bien, c'est l'histoire donc d'une princesse qui est maudite, qui a été abandonnée par ses parents parce qu'il y a une prophétie qui dit qu'elle va provoquer la destruction du monde, de l'humanité, voilà, c'est le poison qui détruira le monde. Et du coup, elle a été recueillie par une famille de pauvres, entre guillemets, un peu random, dont il y a 2 enfants qui vont du coup être son frère et sa sœur adoptifs, qui vont se jurer de la protéger, et elle, il y a plein de gens qui vont vouloir la tuer à cause de cette prophétie, des gens qui sont envoyés plus ou moins par le gouvernement, sachant qu'on est dans une société moyenâgeuse, donc des assassins, etc., qui sont mandatés par le roi ou par les généraux, etc., pour l'éliminer. Et donc le frère et la sœur vont combattre ces gens. Le frère de base, qui s'appelle Shannon, il est très bon à l'épée, et la sœur, qui s'appelle Raquel, elle est très bonne en magie. La fameuse princesse, elle s'appelle Pacifica, nom qui lui a été donné par ses parents adoptifs, parce que sa mère d'origine ne lui avait pas donné de nom, vu qu'elle savait directement qu'elle allait devoir l'abandonner. La sacrifier même dans l'idéal, hein. Mais en tout cas on lui a retiré tout de suite. Sachant aussi qu'elle avait 2 enfants, donc ça c'était la fille, mais donc Pacifica a un frère jumeau, qui lui est toujours prince aux dernières nouvelles. Et donc Pacifica, c'est une fille typiquement insupportable et mignonne. Vraiment, elle alterne les moments où elle est hyper touchante et les moments où elle gueule, elle fait son enfant gâté, etc. Le frère, c'est celui qui répond aux provocations, donc qui s'engueule sans arrêt avec elle. Et la sœur, c'est celle qui est calme et qui tempère en général les choses. Voilà, on va avoir beaucoup de rapports entre les 3 en mode un peu humoristique, amical, scène de la vie quotidienne, etc. Avec des scènes d'action qui seront dues aux assassins qui vont essayer de la tuer et donc son frère et sa sœur qui vont essayer de la protéger. Histoire, donc l'histoire, c'est qu'il y a cette prophétie. Une des problématiques, c'est de savoir si cette prophétie va se réaliser ou non. Est-ce qu'elle a des chances d'être fausse ? Est-ce que c'est vraiment bien moralement de protéger quelqu'un qui risque de détruire le monde ? Bon, après, ça dépend de la probabilité que cette prophétie se réalise. À un moment, il est question quand même du fait qu'il y a eu environ 5000 prophéties depuis que le monde est tel qu'il est actuellement. Au départ, on n'en sait pas trop plus. Et sur ces 5000 prophéties, il y en a eu 2 qui sont fausses. Donc la probabilité est non nulle que tuer cette fille ne serve à rien et que ce soit juste un acte barbare, mais elle est quand même très très faible. Donc la problématique est là, et Pacifica elle-même va sans arrêt se demander si elle ferait pas mieux de mourir. Son frère et sa sœur se disent que bon, la protéger c'est peut-être égoïste, mais eux ils s'en foutent, c'est leur sœur, etc. Donc il y a beaucoup d'accent qui est mis sur cette question-là de est-ce que c'est bien de protéger une personne au détriment du reste de l'humanité. Bon, si la question était vraiment là, moi j'aurais dit que c'était non, et que ce serait très difficile d'avoir de l'empathie pour les persos, mais le truc c'est que la question n'est pas vraiment là, parce que voilà, qu'est-ce qui dit qu'il faut la détruire ? C'est une prophétie, c'est pas un truc avec un niveau de preuve hyper élevé, et la question c'est aussi pourquoi cette prophétie a été faite, qu'est-ce que ça veut dire concrètement qu'elle va détruire le monde ? Ça peut être le monde tel qu'il est actuellement, et ça peut vouloir dire que ça va être une mise à jour et pas vraiment une destruction à proprement parler, etc. Donc c'est tout ça aussi qui pose question. Et au fur et à mesure du coup de l'animé, on va avoir des révélations sur qui sont vraiment ceux qui actuellement sont considérés comme des dieux et qui ont fait justement cette fameuse prophétie, qui sont ceux qui sont actuellement considérés comme des démons, etc. et qui sont un peu les alliés naturels du coup de Pacifica, mais au départ elle a rien demandé, hein, elle veut juste vivre sa vie. Du coup voilà, il va y avoir des révélations un peu dans tous les sens pour nous faire comprendre est-ce que, quel point de vue est légitime ou non selon les raisons qu'il y a derrière. Malheureusement, et je vais y revenir, Pacifica et son frère et sa sœur eux-mêmes vont presque toujours maintenir le débat au niveau de
ouais, peut-être que c'est pas bien de détruire le monde, mais nous on s'en fout, on s'aime entre nous, et donc voilà, l'amour est plus fort, et donc le reste on s'en fout. Et c'est vraiment dommage, je trouve, d'en être constamment revenu à cette question-là, que je trouve plutôt con, faut quand même le reconnaître. Enfin, c'est pas la question, hein. La question était intelligente, mais c'est la réponse qui est plutôt con. J'ai regardé juste avant de venir ici une vidéo d'hygiène mentale qui disait qu'on pouvait défendre des idées justes pour de mauvaises raisons. Ben là, c'est typiquement ça. Pacifica, son frère et sa sœur défendent des idées justes pour de mauvaises raisons. Le frère et la sœur qui sont là en train de dire nous on la défend parce que c'est notre sœur et on en a rien à foutre de la prophétie. Vous devriez plutôt vous demander quels sont les arguments de la prophétie, à qui elle profite, est-ce que justement c'est basé sur des faits ou est-ce que c'est basé sur des peurs des dirigeants actuels, etc. Enfin, il y a plein de bonnes questions à se poser, mais ils se les posent pas trop. Et très souvent, quand des personnages les posent, Pacifica répond « Ah bah moi j'y comprends rien, tout ça c'est compliqué, moi je veux juste vivre ma vie, etc. » Donc, sur ce plan-là, voilà, je le dis d'emblée, c'est dommage parce que l'animé aurait pu être génial, et je l'ai trouvé juste bon, parce que à chaque fois il pose des bonnes questions, mais il donne des réponses complètement creuses. Faut quand même l'avouer. Mais du coup, voilà, l'histoire c'est que Pacifica est persécutée, son frère et sa sœur la protègent, et au fil de la série, ils vont faire du power-up parce que y a des gens qui vont leur venir en aide, des pouvoirs qui vont leur apparaître, etc. Et les méchants aussi, évidemment, vont monter à renchérir à chaque fois, à envoyer des trucs de plus en plus balèzes, de plus en plus pétés, et de plus en plus moralement perturbants aux héros. Et il va falloir toujours résister pour protéger Pacifica, tout en sachant pas si c'est bien ou si c'est mal de le faire. Mais plus l'anime avance et plus quand même on se dit que ça a l'air plutôt pas mal. Donc au début on pouvait se poser vaguement la question, même si ça paraissait bizarre de se dire on va devoir tuer une jeune fille à cause d'une prophétie, alors que cette jeune fille elle a l'air toute gentille, on voit très bien qu'elle veut faire de mal à personne. Ça fait un peu aussi penser genre à Minority Report et compagnie, mais rapidement quand on se rend compte sur quoi sont basées voilà, les prophéties, etc., on se dit ouais non, en fait non. La question est vite vue, on choisit notre camp, on est quand même avec Pacifica sans trop d'hésitation. C'est dommage que l'anime lui-même ne donne pas les bons arguments pour ces gentils. Le concept, je pense que le concept justement c'est vraiment ça et d'ailleurs moi c'est ce qui m'a attiré, de mettre un personnage où il y a une prophétie qui tombe dessus, qui lui dit bah toi t'es un méchant, alors que bah lui il a rien fait. De base Pacifica, cette prophétie est tombée quand elle était bébé, et du coup dans l'anime elle a 15 ans. Ça aussi c'est un truc qui m'a un peu agacé. Moi quand j'ai regardé l'épisode 1, avant qu'il soit dit qu'elle avait 15 ans, je lui en aurais donné 7. Très honnêtement, elle est tout le temps en train de dire je suis fatiguée, j'en ai marre. De toute façon je vais vous mettre un extrait pour que vous voyez les doubleurs, mais elle se plaint tout le temps, et elle se plaint comme une gamine. Enfin moi elle me rappelle moi quand j'avais 6 ou 7 ans, ouais vraiment. Et au niveau intellectuel c'est à peu près pareil. Après c'est le Moyen-Âge, donc au Moyen-Âge les filles de 15 ans étaient peut-être connes. C'est un peu étrange et un peu dérangeant, mais voilà, de se poser la question de est-ce qu'on doit tuer un être innocent parce qu'il pourrait potentiellement, enfin parce qu'il y a des soupçons qui puissent faire du mal, etc. Le paradoxe en gros de voir un être qui a l'air vraiment innocent pur, parce que typiquement Pacifica, bon, son prénom lui a été donné par ses parents adoptifs justement parce qu'ils voulaient lui associer quelque chose de très positif pour qu'on arrête de la voir comme quelque chose d'horrible, mais elle a le prénom, mais voilà, elle est blonde aux yeux bleus, elle est tout le temps en train soit de déconner, mais où on se rend compte que justement c'est une déconnade enfantine, soit d'être un peu chiante, mais comme je vous dis c'est chiante mignonne, et il y a des moments où elle est juste très touchante quand elle dit ouais bah s'il y a trop de problèmes à cause de moi, peut-être que je ferais mieux de mourir, etc. Enfin il y a des moments où on a vraiment envie de lui faire un câlin et de lui dire que bah, non ça va, tout va bien, tout ça. Donc mettre une prophétie horrible sur quelqu'un d'innocent et nous mettre le doute comme ça sur quelqu'un d'innocent, je pense que c'est vraiment le concept de l'animé. Moi, c'est ce qui m'a donné envie de le lancer, et ça maintient effectivement un suspense dans le début. Ça marche bien, je trouve que c'est une bonne idée. Alors après, les prophéties, c'est loin d'être la seule histoire qui parle de prophétie, mais voilà, là, le fait est que la prophétie soit vraiment horrible sur un perso où ça paraît complètement contre-intuitif, je trouve quand même que c'est cool. Je sais pas si ça a déjà été fait, probablement, ça paraît pas si foufou que ça, mais j'aime bien. Déroulement de l'intrigue, je vous disais, ça va être... Ça va parce que à l'époque, il y avait quand même encore des animés, non pas totalement avec des épisodes qui suivaient pas, ça c'était quand même déjà fini, mais des animés avec des épisodes qui pouvaient se comprendre indépendamment, mais qui se suivaient juste par un fil rouge et qui du coup donnaient des histoires qui avançaient très lentement. On en sortait tout juste, et il y en avait encore beaucoup, donc j'avais un peu peur que ce soit ça. Là, ça va. Il y a quand même le truc un peu des épisodes indépendants où on rencontre un nouveau perso, on fait face à une problématique précise dans un ou deux épisodes qui sont dédiés à un truc précis. Mais globalement, l'histoire avance. Même si, encore une fois, un des reproches que je pourrais faire à cet animé, c'est que on est énormément teasé parce qu'on découvre l'univers, le scénario et tout ça, et ça a l'air super cool. Mais en fait, on se dit, parce que ça promet des trucs de ouf. En fait, la prophétie, le moment où la princesse maudite détruira le monde, c'est supposé être à ses 16 ans. Quand l'animé commence,
on nous dit que justement elle a 15 ans, et au fil de l'animé, on va nous dire encore 300 jours avant qu'elle ait 16 ans, encore 200 jours, encore machin. Mais quand à l'épisode 23, je préfère vous le dire tout de suite, elle avait pas encore 16 ans, je me suis dit, ouais, en fait, tout l'animé, on se disait, putain, ça va être un truc de ouf quand elle aura 16 ans. En fait, tout l'animé, c'est avant qu'elle ait 16 ans. C'est quand même un petit peu dommage parce que, encore une fois, c'est le genre de choses qui nous font un énorme teasing et où après, ce qui se passe à la fin, on n'est pas trop à la hauteur du teasing. Donc si, comme moi, vous êtes quand même capable de triper sur les choses énormément pour le concept, pour les idées développées, etc., plus que pour réellement ce que vous avez en face, venez, hein, c'est vraiment cool. Mais si vraiment vous voulez quelque chose de bien fait et que vous aimez pas trop juste prendre les idées, faire votre tambouille vous-même en prenant juste des morceaux de choses, bah ouais, il y a quand même quelque chose de pas abouti là-dedans et je trouve ça vraiment dommage parce que les concepts sont super cool. Du coup, développement de l'intrigue, c'est vraiment très classique. En fait, on est vraiment dans un voyage, d'ailleurs le générique nous parle beaucoup de voyage, car le générique est en français, j'y reviendrai. Moi j'aimais bien cette époque où on nous traduisait les génériques sans changer les paroles ou les dénaturer ou quoi, mais en essayant de faire une traduction qui respecte l'esprit de la chanson originale, mais en mettant une VF. Parce que bon, moi quand je tripe sur un générique en japonais aujourd'hui, je vais la lire la traduction. Mais je préfère quand même ne pas avoir à faire l'effort, écouter tout de suite une VF qui a déjà été faite préalablement. Alors merci les gens qui disent oui c'est ridicule les VF tout ça. Arrêtez de nous emmerder, vous les aimez pas, vous les enlevez. De toute façon en général il y a les 2 pistes audio sur les épisodes, vous avez qu'à mettre la version japonaise du générique si ça vous offense vraiment d'entendre la VF, mais ne vous foutez pas trop de sa gueule et ne soyez pas trop méchants parce qu'après voilà, maintenant ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'ils les font plus, ça existe plus. Et si vous avez aujourd'hui envie de savoir qu'est-ce que veulent dire les génériques, bah vous êtes obligé d'aller voir les traductions vous-même, et les traductions du coup qui vont pas être faites justement comme quelque chose qui est supposé être chanté, enfin il y aura pas les rimes, il y aura pas vraiment le format pour que ça colle d'un point de vue rythmique, etc. Enfin tout ça c'est un effort à faire et vous allez être obligé de le faire vous-même si vous avez envie de la chanter en français. Enfin merde, au bout d'un moment, moi je trouve ça vachement cool de chanter des chansons en français, enfin de les traduire, de savoir ce que ça veut dire, d'avoir vraiment l'esprit et tout ça en comprenant ce que c'est. Bien sûr que je trouve ça important d'avoir la VO pour les chansons. Je pense que j'adore toutes les versions, mais j'aime bien pouvoir entendre ce que ça veut dire et l'entendre sur la musique, vraiment dans l'ambiance quoi. Donc voilà, c'était mon coup de gueule, même si j'y reviendrai sûrement quand je parlerai des OST. Mais du coup, c'est un voyage, ça parle énormément de voyage. On est vraiment, à chaque épisode, on se déplace de ville en ville parce que la princesse est poursuivie, donc ils sont tout le temps obligés de se déplacer pour ne pas être retrouvés par les gens qui veulent la tuer. Ils essayent d'aller dans un autre pays parce que dans l'autre pays, il y a peut-être moins de chances qu'elle soit retrouvée, etc. Finalement, là-bas, il se passe aussi des choses qui font qu'elles doivent revenir et compagnie. Donc tout l'animé, c'est vraiment le côté on voyage. Il y a un peu de combat, etc. Bon, il y en a quand même pas mal, hein. C'est un shonen. D'ailleurs, j'étais un tout petit peu surprise en le voyant, mais je m'étais vraiment posé la question, est-ce que c'est un shoujo, est-ce que c'est un shonen, vu que l'héroïne est une fille. Il y a une ambiance plutôt mignonne, mais c'est quand même un shonen, et puis d'une certaine manière, ça me surprend pas trop, parce que même si on peut dire que Pacifica, le perso principal, son frère et sa sœur le sont largement aussi, et au final, c'est vraiment Shannon, donc le frère, qui va le plus avoir ses pouvoirs qui augmentent, et qui va être celui qui la protège le plus, etc. C'est un peu 2 héros, du coup. Il y a beaucoup quand même de combats, etc. Et les teasings sont beaucoup par rapport à de l'action. Donc je pense que ça peut autant plaire aux filles qu'aux gars, mais je suis pas trop surprise que ce soit un shonen, même si la question méritait d'être posée. Comme je vous disais, on est surtout sur un voyage, avec une ambiance vraiment voyage. Et d'ailleurs, il y a le côté détente. Il y a le côté, voilà, on est poursuivi, tragédie, tout ça. Mais il y a un côté justement tragédie, mais il n'y a pas trop de côté angoissant. Il y a vraiment un côté, je vous dis, détente, dans le fait que les frères et sœurs se chamaillent. Pacifica, elle est toujours en train, à la fois de vouloir être amie avec tout le monde, mais en même temps de très facilement charrier les gens, faire ses crises d'enfant gâté, etc. Donc ouais, une ambiance très amicale, enfantine, familiale, tout ça. Il y a vraiment des moments où l'humour m'a plu, j'ai trouvé ça mignon, etc. Alors que j'aime rarement l'humour dans les animés. Donc pour moi, c'est plutôt un point positif. Je dirais rarement ça, parce que vraiment les persos qui crient, les gens qui se chamaillent et tout ça, en général, ça m'énerve. Mais là, il y a des moments où j'ai souri. Je pense pas que j'ai vraiment rigolé, mais j'ai souri. J'ai quand même trouvé ça agréable dans la plupart des cas. Il y a des combats, mais je trouve que les combats sont pas hyper passionnant. C'est le voyage vraiment qui est au centre du déroulement de l'intrigue. À la fin, j'y reviendrai. Les personnages, alors je vous dis, Pacifica, c'est la fille attachante, quoi. Elle m'a un peu fait penser à Holo de Spice and Wolf. Bon, elle est vachement moins classe, mais dans le côté où, justement, il y a des moments où elle est hyper touchante. Et il y a des moments où elle fait complètement son enfant gâté, quoi. Et puis, elle a ce côté où aussi ça fait un personnage un peu mystique,
et justement qu'on a envie un peu de protéger, et où on se demande ce qu'elle a de si spécial, parce qu'elle a quand même l'air totalement normale, etc. Alors qu'il y a des trucs surnaturels liés à elle. Donc ça m'y a fait penser pour ce côté-là. Après, c'est juste le personnage, hein, sinon la série ne ressemble pas. Shannon, c'est vraiment le frère protecteur de base, qui a un mauvais caractère et qui du coup souvent envoie chier Pacifica, et du coup les deux s'embrouillent sans arrêt, mais on sait qu'ils s'aiment. Donc lui, il est tellement classique que j'ai quasiment rien à en dire. Il m'a un peu agacée par moments parce que c'est vraiment un personnage ultra prévisible. Raquel, c'est, j'allais dire l'inverse, mais dans le sens où c'est une fille qui est tout le temps calme, qui veut tout le temps détendre l'ambiance, qui est tout le temps en train de sourire. Et d'ailleurs, c'est la doubleuse de la fille des enfers. J'adore cette doubleuse. Mais du coup, là, elle était pas hyper intéressante dans ce rôle-là parce que vraiment, la seule chose qu'elle fait, c'est sourire et sortir des petites phrases gentilles pour détendre l'atmosphère quand le frère et la sœur s'engueulent. Sa magie, c'est pas très bien expliqué, c'est pas très développé. Le pire, c'est que l'animé nous explique pourquoi ça ne l'est pas, où il y a un petit épisode où Pacifica pose des questions à Raquel en lui disant mais alors comment ça se fait que tu fais de la magie, comment ça marche et tout, et elle lui fait oh je peux pas trop t'expliquer, c'est très intuitif. Vous me direz si j'ai bien imité la doubleuse. Mais du coup, elle lui dit des choses comme ça, genre ça s'explique pas, ça se ressent, etc. Donc c'est un peu énervant parce que moi, vous savez que j'adore les magies avec des règles. Par contre, j'ai vraiment rigolé, je pense que je peux vous le dire, je sais plus si c'est l'épisode 1, 2 ou 3, mais c'est dans le tout début. Il y a justement Raquel qui fait des incantations en balançant des mots du genre mur, feu, des trucs comme ça. Il y a un mec, un mage du coup des méchants entre guillemets qui se bat contre elle, qui fait mais c'est impossible, on ne peut pas utiliser de la magie en faisant des invocations aussi courtes. Et ça m'a vraiment fait rigoler parce que c'est vrai que lui, à côté, il était en train de faire genre Dieu Mauser, soyez avec moi pour mes invocations, machin, enfin de faire un grand laïus, et son sort ne s'était toujours pas réalisé, il était toujours en train d'incanter des trucs, et elle balance un mot et ça marche. C'était caricatural, et justement, j'ai trouvé ça drôle que les personnages le fassent remarquer, parce que c'était cheaté, mais dans le scénario, on savait que les gentils allaient gagner, c'était le début, le méchant il avait l'air plus cliché qu'important, etc. Donc je pense vraiment que c'était dans le premier épisode d'ailleurs, hein. C'était vraiment au début, donc ça m'a pas du tout gêné d'un point de vue crédibilité de l'action, mais ça m'a vraiment fait rire justement parce que c'est ce que je me disais en fait. Je me disais bon voilà, on sent que là les gentils, on leur a donné la victoire, le scénario a dit ta gueule c'est les gentils qui gagnent, et bon, du coup, ça peut être un inconvénient si vraiment vous êtes hyper réaliste et que vous aimez pas du tout les choses prévisibles, etc. Mais je vous dis, moi, cet humour-là, il m'a bien parlé. Alors, je pense vraiment que ce sera très subjectif. Je suis fatiguée. Ouais. J'en peux plus. On a compris. Non, vous comprenez pas. J'ai faim, je veux un vrai repas et pouvoir dormir sur un lit en vrai. Ah, la ferme. Ça suffit, tu m'énerves. Tu vas apprendre à te calmer. On en a assez de tes fichus caprices. Quoi? Ça fait des jours qu'on fait que rouler et camper et rouler. J'en ai marre. Moi, j'ai les façons qu'on pote et je veux prendre un bain. Écoute, tant qu'on ne sera pas suffisamment loin de Manurin, c'est non. Méchant. Donc ça, c'est les 3 persos principaux. Après, on a une pelletée de persos secondaires. On a Christopher, que je vais vous montrer aussi, parce que voilà, on a un délire avec des amis sur Christopher, qui est un personnage qu'on imite, etc. Du coup, quand je trouve des Christopher, en général, je le fais remarquer. Qui est un personnage assez typique aussi, qui est méchant au début et où on se doute qu'il va devenir gentil plus tard. Qui au début est assez agressif entre guillemets envers Pacifica, qui lui dit ouais alors tu te bats même pas toi-même, tu te fais servir par les autres, etc. Bon, c'est assez vrai ce qu'il dit, mais c'est assez blessant. Et au fur et à mesure de la série, du coup, qui va se remettre en question en se disant mais je comprends pas pourquoi on me donne l'ordre de la tuer, j'ai pas envie de le faire. Et d'ailleurs qui va être le perso qui dit oui personne ne tient à moi, si je meurs personne n'en a rien à foutre. Je pourrais vous mettre l'extrait parce que je l'ai découpé. Même si je venais à mourir, il n'y aurait personne pour se souvenir de moi. Et du coup, qui va dire à la fin, j'avais toujours exécuté les ordres, et bon là vous allez me dire c'est un spoil, mais bon, c'est un personnage, je trouve que ça se voit dès le début en fait, qui va avoir ce développement-là. J'avais toujours exécuté les ordres dans ma vie, et là pour la première fois j'ai envie de faire quelque chose pour moi-même, et donc je le fais, etc. Moi j'aime bien ce genre de perso, mais là il était tellement... Dès le début, dès qu'on nous présente le perso, on voit que ça va être ça, et il fait juste... pile ce qu'il est supposé faire et rien de plus, rien de moins. C'est cool et quelconque à la fois. Du coup, si les choses quelconques sont rebutantes pour vous ça sera pas cool. Ça s'auto-annule, je vous le dis tout de suite. Dans le même délire des persos ultra clichés classiques, il y a Léo qui est un chevalier qui au départ du coup va faire sa déclaration d'amour à Pacifica, qui va dire qu'il veut la servir pour toujours, etc. Puis qui va être face à des gros dilemmes moraux quand il va apprendre que c'est la princesse maudite, que s'il obéit aux règles de la chevalerie par le royaume, etc., il est supposé la tuer. Donc il va se faire des dilemmes moraux et se dire oh là là, mais qu'est-ce que c'est la chevalerie finalement, etc. Donc il va se poser des questions existentielles, encore une fois. Lui ça va, il va répondre quelque chose de complètement obvious,
mais qui n'est pas complètement con. Je vous le dirai en spoil, même si du coup vous serez sûrement déçus d'une banalité pareille, mais je vous le laisse quand même. Winia qui va être une fille avec qui Pacifica va vouloir devenir amie, et qui est une fille plutôt timide, effacée, qui a une vie triste. Encore une fois, les persos secondaires sont vraiment... ils se résument à un seul cliché. C'est pas vraiment dérangeant parce que ce qui est intéressant c'est l'univers, c'est pas trop les persos. Et les seuls persos qui sont vraiment intéressants, c'est Pacifica en fait, je dirais. Parce que même Shannon, je vous dis, il est cliché, tout ça, donc que Pacifica. Et Pacifica, elle est intéressante. Le problème, c'est qu'elle répète quasiment toujours les mêmes choses. Donc ça va 5 minutes. Après, comme perso que moi j'ai trouvé cool, mais c'est pas qu'il soit si original que ça, c'est juste qu'il était énigmatique. Enfin, il ou elle, parce que j'ai mis du temps à comprendre que c'était supposé être une fille. C'est Zephyris, donc le dragon qui va se lier à Shannon et lui faire son principal power-up. Du coup, c'est un perso qui apparaît au départ qui lui dit voilà, je suis avec toi, je suis ton allié naturel, t'apprendras plus tard pourquoi, mais pour l'instant, contente-toi de me faire confiance, etc. Bah voilà, c'est un perso énigmatique, ça marche bien, moi je l'ai trouvé classe. Après, encore une fois, c'est juste un perso énigmatique et un peu... aussi qui se pose un peu des questions, mais moi ce perso là ça a bien marché pour moi. Faut pas s'attendre vraiment à ce que les persos cassent des briques. Les méchants ils sont vraiment clichés, ils cassent pas des briques, ils ont pas trop d'intérêt. Donc encore une fois c'est l'histoire qui est intéressante, c'est pas les persos, à part éventuellement un petit peu Pacifica, mais ça pas tant que ça non plus. Apparence, alors je vous ai dit que Pacifica était blonde aux yeux bleus, elle est vraiment mignonne avec une tête ronde et tout ça, enfin c'est le perso mignon par excellence. Du coup son frère jumeau Forsyth il lui ressemble la même chose en mec. Raquel et Shannon, eux ils sont bruns, ils sont assez classiques physiquement, mais voilà, ils sont bruns et on sent qu'ils sont un peu moins kawaii que Pacifica. Et du coup, il y a vraiment le côté princesse, elle a aussi le cliché princesse dans le visuel. Et elle contraste énormément avec son frère et sa sœur, donc on constate, ça se voit en fait qu'ils sont pas de la même origine. Ça introduit tout de suite un rapport qui sera toujours là tout le long de la série. Après, j'ai regardé vite fait à quoi ressemblait genre Christopher, Léo et tout ça. Bon, j'en ai pas pensé énormément de choses, même si j'ai été contente de me rendre compte que j'arrivais à peu près à comprendre ce que je voyais et que je voyais à peu près les images dans cet animé-là, alors que dans les animés d'aujourd'hui, souvent, je ne vois plus rien. Donc il y a ma vue qui a baissé, mais il y a aussi les animés d'aujourd'hui qui font de plus en plus d'images auxquelles je ne comprends que dalle. Et ça m'a fait plaisir de revenir à avant, mais ça me rend toujours triste de me rendre compte que voilà, les choses que j'aimais avant s'en vont. Merci s'il vous plaît des fois de revenir un peu à l'animation à l'ancienne, à l'époque où je voyais et tout ça, c'était quand même cool. Donc moi ça m'a fait plaisir visuellement cet animé là. Mais c'est très subjectif, encore plus que le reste, étant donné que chacun sa malvoyance, et du coup pour les bigleux ça n'a pas vraiment d'intérêt cette question, à part que je vous décrive les persos. Ceux que je vous ai décrits sont décrits aussi dans l'anime. Personnalité, je vous ai dit, elles sont ultra simples, donc ce n'est pas vraiment le fort de cet animé. Évolution, alors, quasiment tous les persos vont avoir une problématique, une espèce de question auxquelles ils vont essayer de répondre et auxquelles ils vont trouver une réponse, donc ils en ont tous une. Maintenant, les questions qui se posent sont extrêmement simples, extrêmement classiques, voire extrêmement clichés, et les réponses qu'ils y apportent sont extrêmement banales. Voire, comme je vous disais, pour les 3 héros, la question qui se pose est bonne, mais la réponse qu'ils y donnent est mauvaise, et c'est quand même vachement dommage. De l'évolution, il y en a, c'est le minimum syndical parce que c'est un shonen, et que un shonen sans évolution, ce serait vraiment pas un shonen, il serait raté. N'espérez pas apprendre des choses sur la vie, parce que faudrait vraiment que vous ayez 12 ans pour que ça puisse être possible. L'univers des lieux créatures, alors c'est le point fort, mais voilà, c'est sans commune mesure avec tout le reste. Cet univers, je trouve qu'il est vraiment génial. Alors oui, c'est le Moyen-Âge, vous allez me dire, mais le Moyen-Âge avec des prophéties, des dieux, tout ça, c'est juste complètement classique. Alors oui, mais non, en fait, parce que, figurez-vous, je sais pas, c'est un spoil, donc qu'est-ce que je peux vous le dire ? Je vous ai dit qu'il y avait un dragon. Mais dragon, voilà, qui fusionne avec un humain, je pense que je vais vous le dire parce que c'est vraiment ce qui fait que l'anime est cool en fait. C'est que le dragon, les dieux, tout ça, en fait c'est pas des trucs mystiques, c'est une ancienne technologie de la civilisation humaine à l'époque où elle était évoluée, et elle a régressé. Donc là je vous fais des révélations qui doivent dater de l'épisode 11 ou 12, donc c'est quand même un spoil. Donc c'est questionnant de dire est-ce que j'aurais dû vous les faire, est-ce que j'aurais pas dû vous les faire, mais je pense que, pour moi c'est vraiment ce qui fait que cet animé est cool. Donc si je vous le dis pas, je suis pas sûre que vous ayez envie de le regarder, et ce serait peut-être dommage. On pense au départ être dans un monde moyenâgeux, et finalement quand on se rend compte que c'est un monde post-apocalyptique, voilà, c'est de là qu'il venait le stuff, c'est cool parce que c'est original comme monde post-apocalyptique.
Le fait de revenir au Moyen-Âge et d'y rester paralysé parce qu'il y a des intelligences artificielles qui ont été détournées par des extraterrestres qui sont chargés de maintenir l'humanité à ce niveau, c'est vrai que dans quasiment tous les animés qu'on voit, les extraterrestres, soit ils sont sympas, soit ils veulent éliminer l'humanité. J'ai très rarement vu des extraterrestres qui voulaient faire autre chose. Là, l'idée que les extraterrestres se soient dit on va protéger l'humanité contre elle-même parce que l'humanité part en guerre contre tout et n'importe quoi et que du coup elle s'autodétruit en la maintenant au Moyen-Âge avec sa propre technologie qui va être détournée pour la gérer. Voilà, asservir l'humanité avec sa propre technologie pour la préserver comme on préserverait justement une espèce en voie de disparition qui fait des trucs dangereux pour sa propre survie. Je trouve vraiment que c'est un concept génial. L'univers est super cool dans ce sens-là. Après, du coup, il est vraiment sous-exploité. Parce que quand j'ai eu ces révélations-là, je me suis dit « Oh, mais c'est génial, c'est trop bien cet animé, il va être culte et tout. » Et en fait, après, quand je vois ce qui se passe sur les... Parce que ça, on l'apprend à la moitié de la série, et quand je vois ce qui se passe sur la deuxième moitié de la série, en fait, il se passe pas grand-chose de plus qu'à la première moitié. C'est juste que maintenant, on connaît les enjeux des combats. Je vous dis, Pacifica, elle est tout le temps en train de dire « Ah bah moi, j'y comprends rien, de toute façon. Moi, tout ce que je veux, c'est survivre, et puis qu'on me fiche la paix, et puis que les gens que j'aime aillent bien, etc. Donc, si je dois mourir pour les protéger, je veux bien le faire, mais sinon, j'aimerais bien vivre. » Ouais, mais bon, est-ce que tu pourrais réfléchir 5 minutes ? Enfin, c'est un peu triste de se dire qu'il y avait autant de potentiel, un scénario aussi original, pour au final le maintenir à un niveau égal à presque 0, quoi. Logique et cohésion. J'ai pas vu de choses choquantes, enfin choquantes dans le style où je me suis dit ça c'est incohérent. Mais par contre, il y a des facilités scénaristiques dans tous les sens. Donc ne vous attendez à rien sur le point de vue de la logique et cohésion. L'univers est vraiment cool. Il y a des moments où, du coup, quand on découvre l'univers, c'est ça en fait, quand les scènes d'exposition servent à nous montrer l'univers, on va se dire « Oh, c'est vachement bien », enfin en tout cas moi c'est ce que je me disais. Mais quand on comprend comment ça fonctionne, et qu'on commence à se dire « Oh bah, il y a un potentiel de ouf, maintenant on va voir ce qui va se passer, etc. » À chaque fois, il se passe des trucs extrêmement prévisibles qui vont lentement, et qui font pas avancer le schmilblick, et c'est un peu agaçant. Et tous les trucs, enfin les clichés de ce genre d'animé, enfin les clichés des shonen, etc., on va se les faire. Notamment, il y a un moment, et c'est là où je me suis dit, cet animé ne sera pas génial. Je peux pas lui enlever qu'il est bon, mais je sais qu'il sera pas génial, c'est mort. À un moment, Pacifica devient amnésique. Je me suis dit, non, mais... Arrêtez de rendre les persos amnésiques, franchement. Je veux dire, une fois de temps en temps, si vous avez vraiment un scénario de ouf en rapport avec ça, faites-le, mais dans la plupart des cas, mais ça sert à rien, c'était de la merde. Enfin, c'était juste pour donner lieu à des scènes, entre guillemets, perturbantes psychologiquement, où elle tient plus à son frère et sa sœur, alors que eux, ils ont tout sacrifié pour elle, etc. Et de voir l'abnégation dont ils font preuve quand Raquel va dire « Non, mais je pense que ça lui fait du bien, du coup, elle est tranquille, au moins, comme ça, elle a oublié ses problèmes, et c'est peut-être mieux pour elle qu'on la laisse profiter de ses bons moments, etc. » C'était vraiment juste pour nous faire des scènes d'émotion comme ça, alors que dans le scénario, mais ça sert à rien, puis ça fait... Enfin voilà, c'est une perte de temps, je trouve vraiment que c'est une perte de temps. Et puis ça nous a fait introduire un perso qui avait l'air cool, classe. Ce type de perso, il leur arrive toujours la même chose, et je vous dis pas, mais il va lui arriver exactement ce qui était supposé lui arriver selon la prévisibilité qu'on voit venir à des kilomètres. Vraiment, non, là, logique et cohésion, je vous dis... C'est tellement prévisible que ça en devient presque illogique à un moment. Il y a des choses, quand elles vont se passer, vous allez soupirer. Enfin, moi, c'est vraiment ce que ça me faisait, parce qu'on se dit... Mais pourquoi ? Pourquoi, quand vous avez un scénario aussi original, vous êtes obligé de passer par tous les clichés du genre ? Arrêtez, quoi. J'ai envie de dire que, logique et cohésion, on est quand même plutôt dans le négatif, parce que... En fait, psychologiquement, l'animé est cool. Sur les émotions des persos, etc. Vraiment émotionnellement, si vous l'écoutez en prenant en compte les émotions dans la voix, dans la musique, juste en vous laissant emporter comme ça, vous allez trouver ça sympa. Si vous êtes quelqu'un de plutôt émotionnel, vous allez aimer. Si vous êtes quelqu'un de rationnel, vous allez vraiment être dépité. Et vous allez même vous demander pourquoi je me dis que cet animé est génial, pourquoi j'ai passé un aussi bon moment et tout. Il faut un peu déconnecter de ça. Du coup, si vous n'en êtes pas capable, ne venez pas le regarder parce que vous allez vous faire du mal et vous allez me détester. Mystère et découverte, alors il y en a, mais comme je vous dis, il y a des moments où c'est lent. Il y a des épisodes où on a plein de révélations, on se dit oh, c'est trop cool et tout. Et il y a des épisodes où on fait que répéter les mêmes choses. Parce que vraiment les trucs pour dire oh là là, mais Pacifica, c'est le poison qui va détruire l'univers, mais alors est-ce qu'il faut la tuer, est-ce qu'il faut pas la tuer, tout ça. C'est vraiment des trucs qu'on va entendre quasiment 2 minutes par épisode. C'est comme la devise de la Team Rocket, à un moment, c'est moins saoulant quand même, mais voilà, ça servait à rien, c'est un peu une perte de temps.
Et quand vous vous dites un animé c'est court, 24 épisodes c'est court, avec un scénario pareil, on aurait pu faire un truc beaucoup plus ouf que ça. Et pourtant non, à chaque épisode on a le droit au même couplet répété par les mêmes gens, qui font les mêmes réponses. C'est fatigant. Et il y a des moments où on se dit qu'on a compris, qu'on a vu venir et qu'on voudrait que ça avance. Parce que des révélations on en attend toujours. On a vraiment envie de savoir qu'est-ce qui va se passer au 16e anniversaire de Pacifica. Je vous le dirai en spoil. C'est pas très loyal, je trouve, de nous teaser autant pour nous faire attendre autant. Ça m'embête vraiment. Les musiques, elles sont super, et je suis contente de vous le dire, parce que comme je vous avais dit, j'avais trouvé celle de Gargantia vraiment quelconque. J'étais dépitée, parce qu'en général, j'adore les musiques d'animé. Justement, je vous disais que dans cet animé, il faut être dans l'émotion, il faut pas être trop dans la rationalité, sinon il y a des moments où on a envie de se taper la tête contre les murs. Mais la musique aide énormément à être dans l'émotion. Les scènes qui sont supposées être touchantes, etc., les musiques sont magnifiques. Dans les moments où Pacifica est en train de se dire « je devrais peut-être mourir », etc., il y a des musiques super belles. Il y a plein de moments où les musiques sont classe, où les musiques sont mignonnes, où les musiques, elles m'ont vraiment touchée émotionnellement, etc. J'ai vraiment adoré. Donc là, c'est un gros point positif. Et comme je vous disais, générique. Le fait d'avoir écouté les génériques en français, ça m'a fait énormément plaisir. Évidemment, je l'ai appris par cœur à force de l'écouter, parce que moi, je mets un point d'honneur à ne pas passer les génériques, sauf quand vraiment je les supporte pas, mais c'est très rare. Du coup, je me suis demandé, est-ce que j'allais finir par vous chanter ce générique ? Je sais pas, vous me direz en commentaire si à l'avenir, il y a des génériques... en français, ou des génériques que je connais en japonais, parce que ça peut aussi arriver dans de rares cas. Si vous voulez que j'essaye de les chanter, j'ai pas envie de vous l'imposer si vous le voulez pas, hein. C'est pas le but de vous violer les oreilles, c'est juste pour le délire. Je l'ai chantonné dans mon appart pendant la semaine où j'ai écouté l'animé, et ça m'a fait plaisir, c'était un bon moment, et je pense que je vais l'avoir dans la tête pendant longtemps. Il est bizarre au début, et puis en fait quand on s'y habitue, après il tourne pas. Et justement, il est cool au niveau des paroles, il parle beaucoup de voyages, des étoiles, etc. Et quand on comprend justement... quel est le contexte de l'animé, qu'on a les révélations de Ouf Godin sur le fait que voilà, c'est l'ancienne civilisation humaine qui a disparu, mais qui à l'époque pouvait aller dans les étoiles et tout ça. Enfin, le générique prend un peu tout son sens, et j'ai beaucoup aimé le rapprochement qu'on fait une fois qu'on a les révélations. Et bah oui, l'OST, elle est trop bien, j'espère pouvoir vous en mettre des extraits, j'espère que je les trouverai, parce que pour certains animés dont je vous ai parlé, je vous avais dit que je vous les mettrais, puis j'ai pas trouvé. Genre Darwin's Game, je crois que j'avais pas trouvé les musiques, donc j'en ai mis du même compositeur, mais d'autres animés. Mais je suis tout à fait désolée d'avoir dû faire ça, je fais ce que je peux avec ce que je trouve. Doublage, alors je vous ai dit que c'était la fille des enfers qui faisait Raquel, je crois qu'elle s'appelle Claire quelque chose, mais moi je suis vraiment pas douée pour retenir les noms des doubleurs, donc je suis désolée. Merci en tout cas à Claire quelque chose. Du coup, Pacifica, j'avais l'impression de l'avoir déjà entendu, mais j'ai pas été capable de l'associer à qui que ce soit. Par contre, Christopher, je le connais aussi, et lui aussi était dans La Fille des Enfers. En tout cas, c'est un des gars qui sont avec Ai. Ça m'a fait plaisir aussi, parce que justement, il me semble que c'est sorti à la même époque, La Fille des Enfers, peut-être un an après, ou quelque chose comme ça, mais du coup, ça m'a beaucoup rappelé l'ambiance de La Fille des Enfers au niveau doublage. J'adore La Fille des Enfers, hein, donc forcément, les gens qui n'aiment pas La Fille des Enfers vont me dire, oui, bah du coup... Peut-être qu'on n'a rien à faire là, oui, peut-être, je sais pas. On n'a pas toujours tous les mêmes goûts. Moi, j'essaye d'expliquer mes goûts pour vous aider à déterminer si oui ou non vous allez être concerné. Je fais mon possible, j'espère y arriver. Des fois, je sais que c'est pas toujours facile de s'objectiver soi-même, parce qu'en soi, l'expérience, elle est subjective, mais d'essayer de décrire pourquoi on a ressenti ça, etc., pour que les gens puissent se dire si eux, ils l'auraient ressenti, oui ou non. J'essaye, mais je sais pas si j'y arrive toujours. Du coup, le doublage, oui, il est très bon. Alors, il est très bon, mais... oui, j'ai quand même un mais. Il y a vraiment des persos, justement, comme Pacifica, où Raquel, et elle va doubler un autre personnage, je peux pas trop vous dire qui, mais qui va du coup aussi être bien. Ces doubleurs-là sont très bons, et quand ils vont faire des moments d'émotion, ça va être touchant. Mais il y a des moments, c'était Zéphiris. Zéphiris, qui est justement un perso que j'adore, qui va nous faire une scène d'émotion, mais j'aime son doublage classique, mais Zéphiris, son doublage classique, c'est vraiment d'être un personnage inexpressif. Et du coup, la doubleuse, elle est bien inexpressive, avec un côté... même assez singulier dans sa manière d'être inexpressive, donc j'adore vraiment la caractérisation du perso que ça donne. Mais dans le moment d'émotion de Zéphiris, j'étais gênée en fait. J'étais pas émue, j'étais gênée en entendant ça. Je me suis dit, oulala. Donc ça c'est quand même dommage, hein. Il y a 2 ou 3 moments où émotionnellement c'était bof. Par contre, comme je vous ai dit, dans les scènes de petit humour du quotidien, il y a des moments où j'ai soit rigolé, soit vraiment beaucoup souri. Dans les moments du quotidien, il y a des répliques qui tombent vraiment super bien, que ce soit sur l'écriture du doublage ou sur la manière dont les doubleurs l'ont fait. Ça s'enchaîne de ouf, c'est vraiment très fluide, on se sent vraiment emporté dans une bande de potes ou de frères et sœurs, etc. On s'y croit vraiment, et ça c'est vraiment trop cool. Donc voilà, il y a quelques petits points négatifs, mais il y a aussi beaucoup de points positifs. Et du coup, en note globale, j'ai aussi mis 7. Alors vous allez me dire, tu mets toujours 7.
Oui, je me suis posé beaucoup de questions. Contrairement à Gargantia, où il y a des moments où j'avais envie de descendre et des moments où j'avais envie de monter, là, je me suis quasiment tout le long dit que je voulais mettre 7. Sauf quand il y a eu les révélations de Ouf Gueudin, justement, sur qu'est-ce que l'univers et tout, je me suis dit, je vais mettre 8. Et en fait, après, quand j'ai vu qu'est-ce que faisait l'animé, enfin que ça bougeait pas plus, en fait, malgré les révélations, que j'ai compris ce qu'il allait faire, vraiment nous faire rester sur le compte à rebours jusqu'à la fin, sans qu'il y ait le scénario de ouf qui commence au moment des 16 ans de Pacifica, etc. Je me suis dit non, je vais rester à 7. Je me suis demandé si j'allais descendre et je me suis dit non, parce que comme je vous ai dit, j'adore les musiques, j'adore les doublages, j'adore l'ambiance, j'adore le scénario, il y a tellement de trucs que j'adore. Et même si les personnages sont clichés, c'est des clichés que j'ai aimé retrouver. Comme je vous ai dit, ça m'a rappelé mon expérience nostalgique de quand j'ai découvert les animés, que j'en ai enchaîné plein, que je me suis dit oh mais en fait j'ai un peu trouvé mon univers, parce que j'ai jamais trop accroché aux séries. Les séries américaines, tout ça c'est quelque chose, c'est très rare que ça me plaise. En général ça me déprime plutôt qu'autre chose. Et dans les animés j'ai vraiment, je me sens bien. Il y a une ambiance qui me correspond, les musiques me plaisent presque toujours. Ouais, ça doit vraiment être une question d'ambiance, me parle. C'est subjectif et les gens qui veulent des choses originales ou à qui cette ambiance ne parle pas, vont pas du tout comprendre entre guillemets ce que j'ai vécu. Mais si vous aussi vous aimiez ce qui sortait dans les années 2005, 2007, etc. Enfin, j'ai du mal à me dire que c'est si vieux, mais c'est vrai que voilà, le temps passe malheureusement. Si vous aussi vous aimiez ce qui passait à l'époque et que ça vous ferait plaisir de regarder un animé de l'époque que vous avez pas vu et que vous êtes prêt à vous mettre dans un truc nostalgique, si vous êtes apte à ça, faites-le, parce que franchement, sur moi, ça a super bien marché, quoi. Cette espèce de retour en arrière, de retour aux sources un peu. Et si vous êtes aussi le genre de personnes qui sont plus sensibles à l'émotion qu'autre chose, qui dans les histoires, être vraiment plus emporté justement par l'aspect émotionnel des personnages, etc., plutôt que par se demander si c'est logique ce qui se passe, etc. Regardez-le et vous allez normalement aimer, hein. Vous allez trouver ça mignon, vous allez peut-être pas vous dire que c'est l'animé de votre vie, que ça va vous marquer à mort, etc. Mais je pense que vous allez forcément passer un bon moment. Alors que, si vous êtes trop rationnel et tout, je pense que vous allez me dire non mais c'est vraiment pas ouf. Effectivement, le pitch de base est super, mais ce qu'ils en font est pas ouf. Et ça, oui, je ne peux qu'en convenir, mais moi ça m'a pas... Je me suis dit que c'était une occasion manquée, que ça aurait pu être génial et que ça s'est contenté d'être bon, mais pour moi c'est quand même bon. Parce que de base, voilà, on a mis plein d'ingrédients que j'aimais. C'est comme ce que je vous avais dit une fois avec mon café au bonbon, là c'était vraiment un café au chocolat, au bonbon, au marshmallow, à la chantilly, tout ce que vous voulez de sucré et de bon, là, moi j'étais vraiment là-dedans. Ça fait plaisir, venez si vous êtes concernés par les mêmes paramètres que moi, et sur ce, je vais spoiler. Alors qu'est-ce que j'ai évité de vous dire, parce que vous allez me dire oui mais tu nous as dit les révélations de Ouf Gueudin de la moitié d'animé, donc qu'est-ce qui peut rester encore? Le passage où j'ai été émue dans l'animé, c'est la mère de Pacifica qui est enfermée en prison avec elle et qui meurt en lui parlant, sachant que bon après ça effectivement c'est très cliché, pas très crédible, vous pouvez juste ne pas rentrer dedans si ça heurte votre logique entre guillemets, mais moi c'était tellement bien fait émotionnellement qu'à un moment ma logique elle est partie au placard. Pacifica ne comprend pas qu'elle est en train de parler à sa mère, même si elle décrit son enfance en tant qu'enfant abandonné, princesse maudite, etc. Et que la femme lui dit qu'elle a perdu une fille effectivement il y a tant d'années et qu'elle l'a jamais vu grandir. Enfin, en gros les deux histoires sont les mêmes, mais Pacifica ne comprend pas que la femme parle d'elle. En même temps, elle ne lui a pas dit, alors qu'elle sait que c'est... Si on lui dit je suis la princesse maudite, elle sait que c'est sa fille. Alors que l'autre, si on lui dit juste j'ai eu un enfant, je l'ai abandonné, elle comprend pas forcément que c'est sa mère. N'empêche qu'elle aurait pu au moins poser la question, alors que là elle a l'air de ne pas y penser du tout et de ne pas comprendre pourquoi la femme est émue. Elle est en train d'agoniser et elle lui dit avant que je meure, est-ce que tu pourrais juste m'appeler maman? Et du coup Pacifica pète un câble en lui disant non mais vous allez pas mourir, vous allez pas partir, restez avec moi, je vais pas faire ça, il y a aucune raison, machin, tout ça. Puis quand elle sent qu'elle est vraiment en train de crever, enfin qu'elle n'entend plus répondre et tout, parce que bon, elles sont pas ensemble, elles sont dans des cellules l'une à côté de l'autre, elle commence à gueuler maman et tout, et bah là j'ai eu un peu les larmes aux yeux et je me suis dit oh non franchement c'est tellement téléphoné et tout, mais ça me touchait quand même, parce que justement il y avait la musique, il y avait les doublages, il y avait l'ambiance, tout ça, et là on est dans un truc justement qui est ultra représentatif de cet animé, et du coup je pense que si je vous dis ça, vous allez savoir si vous êtes apte à l'aimer ou non.
Parce que si vous vous dites non mais c'est trop cliché, moi ça m'aurait rien fait, etc. Bon après peut-être que c'est ce que je me serais dit aussi en vrai, si je l'avais pas entendu. Donc c'est subjectif, mais juste écoutez le début à la limite, écoutez juste le premier ou peut-être les 3 premiers épisodes pour voir ce que vous en pensez. Moi en général je fais 3 épisodes, mais je pense que déjà au premier vous pouvez le voir ce truc. Que vraiment il y a des moments avec des scènes où il rigole et tout, et il y a un moment avec une scène touchante où Pacifica dit ouais mais peut-être je devrais mourir si le monde souffre à cause de moi, etc. Si vous êtes touché par juste cette scène, bah c'est bon, vous pouvez rentrer dans l'animé, regardez-le. Si vous vous dites oh c'est bon, ça fait chier les clichés, si la musique vous touche pas, si le doublage vous touche pas, etc. Je pense que de toute façon vous allez pas rentrer dedans et ça sert à rien. Parce que vraiment une bonne moitié, je vous dis, il y a 2 choses, il y a le scénario et l'émotion. 2 choses qui font que cet animé pour moi mérite un 7. Et d'ailleurs je l'ai pas dit avant, du coup je vous le dis en spoil, c'est peut-être un peu con, mais autant Gargantia je l'ai mis en bas de mes 7, il était avant-dernier, autant lui il est plutôt vers le haut. Je l'ai mis en 8ème position sur 20 je crois, donc il serait un truc genre 7,65 si je devais faire une note plus précise. Du coup ouais, c'est un bon gros 7. Comme je vous dis, je lui aurais mis un 8 si l'animé avait fait des choses intelligentes avec son scénario. Mais là il en est tellement resté au balbutiement, à chaque fois il pose les bonnes questions mais il donne des réponses complètement sans intérêt, et ça c'est vraiment con. Du coup, oui, la réponse sans intérêt que Léo donne à sa quête de qu'est-ce que c'est la chevalerie, est-ce que je dois encore devenir chevalier, etc., vers l'épisode peut-être 17 ou 18, il dit oui, enfin j'ai réalisé que chacun avait sa propre vision de la justice et qu'il n'y en avait pas une qui était la seule vraie, etc. Donc voilà, monsieur a compris le fait que tout était relatif, plus ou moins clap-clap, parce que franchement, comme je vous dis, si vous avez 12 ans ou quoi, vous pouvez vous dire « Ah ouais, putain, c'est pas con ce qu'il dit », mais la plupart du temps, vous allez vous dire « Ouais, et alors ?» Mais encore. Putain, c'est pas une idée super... voilà. Mais bon, c'est un personnage qui est plutôt con de base, donc peut-être que pour lui, c'était déjà cherché loin. C'est un développement qui peut paraître décevant, du coup. Même si, émotionnellement, encore une fois, ça marche assez bien. Parce que il fait cette révélation-là à Pacifica, il a l'air malheureux. On comprend que pour lui, c'est un peu... beaucoup de désillusion, en fait, de se dire qu'il va pas pouvoir être un héros, etc., comme il l'aurait voulu. Finalement la vie c'est pas facile de savoir où est bien, où est mal, etc. Enfin, donc bon, si on rentre dedans émotionnellement ça passe, mais encore une fois si vous êtes juste vous demandez la qualité rationnelle du truc, vous allez vous dire ouais c'est un peu niveau rat des pâquerettes quoi. Et donc je vous disais qu'à l'épisode 23 on était toujours en train de se demander qu'est-ce qui va se passer quand Pacifica va atteindre ses 16 ans, ben sachez qu'elle ne va jamais les atteindre. À la fin de l'épisode 23, elle se fait poignarder par son frère qui l'a invitée à la rencontrer et elle a accepté parce qu'elle est optimiste. Je vous avoue que moi aussi j'avais envie d'accepter, Léo aussi avait envie d'accepter. Donc là c'est mon côté naïf. Je vous disais quand je parlais du jeu de l'ange que moi j'aurais eu du mal à ne pas me rendre quand le flic disait oui ça y est tu vas être innocenté, etc. J'ai vraiment ça. Je sais pas si c'est parce que je suis autiste ou je sais pas. Mais c'est quelque chose que je peux pas perdre. Pourtant je suis quelqu'un de très cynique, etc. Mais je supporte pas de ne pas laisser une chance aux gens. Idéologiquement, je ne peux pas accepter de me mettre dans des situations où j'ai pas laissé leur chance aux gens, quitte à me mettre en danger pour respecter cet idéal. Et du coup, j'aurais fait pareil que Pacifica, je me serais fait poignarder. Parce que voilà, elle y va, et en plus cette scène, elle était mignonne aussi, elle lui dit « J'adore les œufs » et tout. Et lui, il lui dit « Ouais, moi aussi j'adore les œufs » et tout ça. Puis après, il commence à pleurer en disant « Pardonne-moi » et là, on commence à sentir qu'il va peut-être y avoir une couille. Bon, on la voyait venir un peu avant, parce que, encore une fois, on était à l'épisode 23, on se disait bien qu'il allait falloir qu'il arrive un truc... entre guillemets tragique. Le général l'avait amené dans un dispensaire où il y avait plein de gens qui souffraient pour lui dire regardez ce que votre peuple subit à cause de la princesse maudite, il serait peut-être temps de la tuer pour que les dieux nous pardonnent, etc. Donc bon, on savait que justement le prince Forsyth il était connu pour être très humain, très touché par le bien-être de ses sujets et tout ça, donc l'idée de le manipuler comme ça, c'était un peu... c'est triste, mais ça avait des grandes chances de marcher. J'espérais quand même un peu qu'il allait... ne pas faire ce choix-là, mais je me disais qu'il y avait des grandes chances, et quand il a poignardé, je me suis dit « Oh ». C'est un peu dommage d'ailleurs qu'on se dise « off » et pas qu'on se dise « Oh mon Dieu !» Je pense que c'est ce qu'on était supposé se dire, mais cet animé rate un peu ses tentatives d'être imprévisible. Hein. Il est vraiment très prévisible tout le long. C'est pour ça que je le conseillerais pas à tout le monde, ça dépend ce qu'on apprécie ou pas dans ce domaine. Donc oui, Pacifica est poignardée, et du coup, le dernier épisode, elle va arriver face à donc la fameuse prophétesse qui a fait la prophétie qui disait qu'il fallait la tuer, et qui est si j'ai bien compris, c'est l'esprit du coup d'une humaine qui a été transférée dans une IA qui gère le monde.
parce que du coup, elle avait un pouvoir justement pour voir le futur, et donc en étant téléchargée dans une IA, son pouvoir de voir le futur sert à cette IA à maintenir justement l'humanité au niveau Moyen-Âge pour la préserver, et donc c'est la fameuse Seria, la prophétesse. De base, elle, c'était une humaine, donc on aurait pu se dire qu'elle aurait été du côté des humains, mais elle a préféré faire ce choix pour protéger les gens qu'elle aimait, donc de se mettre du côté des extraterrestres qui ont, entre guillemets, asservi l'humanité, mais ils l'ont asservi, j'allais dire de manière soft, plus ou moins, parce que en gros, pour la maintenir au niveau Moyen-Âge, les pacificateurs, donc les armes qui ont été créées par l'humanité mais qui ont été détournées par les extraterrestres, s'autorisent à, de temps en temps, défoncer tout le monde pour que la civilisation ne puisse pas évoluer. Donc, c'est quand même assez bourrin, mais c'est pour éviter justement que l'humanité s'autodétruise. On comprend en fait que tout ça c'est basé sur des bonnes intentions. Du coup, je trouve vraiment que la problématique est intéressante parce que de se dire est-ce qu'on choisit la sécurité ou le risque dans quelque chose comme ça où on risque de disparaître, que ce soit pour l'humanité ou pour nous individuellement, est-ce qu'on préfère risquer de mourir ou être en sécurité mais se maintenir à un niveau entre guillemets médiocre. Je pense que la question, c'est quelque chose, on peut pas ne pas se la poser dans une vie. Et si on a envie d'être heureux, on est un peu obligé de prendre des risques. Et du coup, je pense que c'est aussi intéressant de se rendre compte de ça pour les autres. Avis à tous les parents ou à tous les contrôles fric du monde, les gens ont besoin de faire leurs propres erreurs. Donc, vous pouvez les aider, mais ne les empêchez pas d'agir par eux-mêmes parce que ils évolueront pas si vous faites ça, et ils seront malheureux, ils vous en considéreront responsable, et même, ils vont régresser justement mentalement. Ça les maintient dans une espèce de stagnation où leur vision du monde ne peut pas évoluer en fait. Alors que quand on fait nos erreurs par nous-mêmes, on est obligé de se remettre en question, et c'est comme ça qu'on avance. Bon, après, il y a des gens qui le font pas, qui foncent dans le mur, qui s'autodétruisent, etc. Mais on est peut-être obligé d'en passer par là. De toute façon, dans cet animé-là, il faut aussi sacrifier des gens pour se maintenir à un niveau, entre guillemets, médiocre. Donc on se demande vraiment si ça serait pas revenu au même. Après, je pense pas. Je pense quand même que on a moins de pertes si on reste médiocre, mais c'est sur un moyen terme, ça, j'ai envie de dire. Parce que, bon, sur le long terme, de toute façon, si on prend sur un suffisamment long terme, on est tous égal à zéro. Hein. Comme le dit Fight Club, quoi. Sur une échelle suffisamment vaste, l'espérance de vie est égale à zéro. Bon, voilà. Sur une échelle suffisamment vaste, tout à peu près ne revient à rien et ne sert à rien. Sur le court terme, je pense qu'on est plus heureux en prenant des risques. Après, ça dépend aussi le niveau des risques. Je pense que c'est peut-être aussi dommage et peut-être même con ou obscurantiste de résumer la question à est-ce que oui ou non il faut prendre des risques ou stagner. En général, si on la pose comme ça, on va se dire qu'on préfère prendre des risques. Après, il y a des risques qui ont des prix vraiment très élevés pour un bénéfice moindre, où on peut se dire que du coup là peut-être pas. Je pense que ça mérite d'être considéré au cas par cas et qu'il vaut mieux éviter de se faire une morale qui donnerait envie de faire un choix définitif sur une question comme celle-là, et qui nous donnerait des préjugés si après on devait se remettre en question sur un cas particulier. Mais par défaut, je me dis quand même, il vaut mieux prendre des risques jusqu'à un certain point. Si les risques sont pas trop énormes par rapport aux bénéfices, il faudrait justement trouver à partir de quel niveau c'est plus rentable de prendre des risques. À l'époque, du coup, dans cet animé-là, si les humains risquaient de s'autodétruire en faisant la guerre contre les extraterrestres, avoir voulu ne pas les exterminer, ça me paraît plutôt bien, parce que moi je suis vraiment pour la diversité. Les avoir fait régresser, si c'était la seule solution pour les maintenir en vie, après est-ce que c'était la seule solution ? Si ça l'était, j'imagine que ça veut dire que les humains étaient suffisamment évolués pour les menacer réellement. En tout cas, j'imagine que s'ils étaient en guerre, il fallait sûrement prendre une décision rapide, et que c'est pour ça que c'était la meilleure solution. Même si c'était peut-être pas la seule sur le moment qui devait en prendre une pour survivre. Du coup, je pense que c'était la bonne, mais que laisser à l'humanité une seconde chance plus tard, je pense que c'est mieux. D'ailleurs, on peut se demander s'ils l'ont pas laissé volontairement. En tout cas, Seria, donc l'humaine qui est intégrée à l'intelligence artificielle qui gère le monde, elle, vis-à-vis de Pacifica, ils ont essayé de l'éliminer jusqu'à un certain point, mais elle a l'air d'être partagée. Elle a pas l'air de savoir si c'est vraiment positif ou négatif qu'elle existe, et elle lui pose la question, et elle a l'air d'être contente, entre guillemets, de s'en remettre à elle,
en lui disant bah voilà, c'est toi qui vas prendre la décision. Donc je pense que les extraterrestres avaient prévu dès le début de laisser une potentielle seconde chance à l'humanité. Après, c'est un peu bizarre comme manière de la laisser parce que à quoi ça servait vraiment de programmer les pacificateurs pour essayer de détruire la princesse. Est-ce que vraiment, si les humains l'avaient tuée, ça aurait voulu dire qu'ils n'étaient pas prêts? J'ai du mal à trouver que c'est une épreuve valable pour décider qu'on va les relibérer, les relaisser évoluer. Moi, je pense que c'était prévu de leur laisser une chance. Après, peut-être que la manière dont cette chance s'est présentée, elle a juste été déterminée par l'humanité elle-même, entre guillemets. Parce qu'on nous dit quand même que Pacifica, ça a été par un programme génétique, etc., qui a été fait par ce qui restait des dragons, qui du coup, eux aussi, sont des armes humaines avec des intelligences artificielles, etc., enfin si j'ai bien compris. Donc, en gros, c'est le plan des révolutionnaires qui, avant de disparaître, ont laissé, entre guillemets, ça. Du coup, que les extraterrestres ont indiqué à l'IA de ne pas empêcher les humains de réaliser ce plan sur le très long terme, et que du coup ce plan était un plan des humains, et que c'est pour ça qu'il a l'air vachement brouillon et bizarre, que ça a pas l'air d'être un truc ultra réfléchi, etc. Peut-être que c'est ça, ouais. Après, vous allez peut-être me dire que je cherche trop loin et que l'animé est pas aussi profond que ça, mais moi j'aime bien chercher, donc si les choses peuvent avoir un sens, je préfère le trouver. Et puis le fait que j'ai aimé me donne envie de chercher, et si je peux trouver des réponses cohérentes, ça va me confirmer que j'ai des raisons d'aimer, entre guillemets, alors que si c'est pas trouvable, je vais me dire, il y a un problème. De toute façon, j'adore ça, le fait d'avoir des univers qui font réfléchir et qui me donnent envie de faire des théories, de réfléchir et tout ça. Enfin, du coup, j'ai dit 2 fois réfléchir, mais le côté étendu et flou, c'est ce que j'aime. Donc là, ça marche extrêmement bien. Après, c'est sûr que si vous voulez des choses vraiment carrées et tout, là, ça va peut-être pas trop passer. Mais je trouve que c'est original comme justement comme extraterrestre, comme plan des extraterrestres. Après, non, les pacificateurs sont ultra clichés. Ça, c'est un peu dommage, parce que c'est supposé être des IA, ils se comportent totalement comme des humains, ils sont même cons pour des humains, et eux-mêmes, ils se vannent entre eux. Enfin, surtout une, c'est Stéa, la pire. Elle aime bien éliminer des gens, elle tripe sur sa supériorité, elle dit oui. Enfin, ne commencez pas à ressembler à ces pauvres humains pathétiques, tout ça. Et puis, je sais plus qui d'autre lui fait oui, bah toi aussi. Enfin, les IA qui sont supposés être des IA, qui se charrient en se traitant d'humains sans arrêt, et qui se dit oui, je vous rappelle qu'on ressemble quand même à ces pathétiques humains, etc. Bah ouais, ce serait peut-être bien que vous y ressembliez moins, enfin, vous pourriez y ressembler pour des choses plus subtiles en fait, parce que là, vous ressemblez à des clichés de méchants, quoi. C'est quand même un peu dommage pour des IA millénaires supposées être super intelligente et tout ça, enfin bon. Autant ça marchait pas trop mal je trouve, pour Zephyris et l'autre, je me rappelle plus son nom. Autant les méchants, les pacificateurs, c'est vraiment pas ouf. Le mélange pseudo-informatique et humain, je le trouve pas super crédible. Émotionnellement ça passe, mais d'un point de vue logique, c'est bof. Et donc voilà, dernier épisode, donc c'est le dialogue entre Seria et Pacifica, qui demande à Pacifica de choisir pour l'humanité. Au début, Pacifica lui dit oh, bah, j'y comprends rien, comme d'habitude. Et après, Seria lui dit non, mais vas-y, fais l'effort, 5 minutes de réfléchir, je te pose la problématique, tu me dis est-ce que j'ai fait une connerie de vouloir préserver l'humanité en la maintenant au Moyen-Âge depuis des milliers d'années? Est-ce que maintenant vous pouvez vous en sortir? Et Pacifica lui dit, ce qui me semble très juste, ce que j'ai conclu aussi en prenant le temps d'y réfléchir, ce que t'as fait n'était pas une connerie, mais maintenant, si tu me demandes mon avis, oui, j'aimerais mieux qu'on soit libre. Et je pense qu'on est peut-être capable de faire des belles choses en étant libre, etc. Donc, Seria est rassurée parce qu'elle peut mourir en paix, en se disant j'ai pas fait de la merde, et en même temps, voilà, maintenant elle peut enlever l'IA qui protège entre guillemets l'humanité et la laisser libre et tout ça. Je trouve ça cool. Donc, le dernier épisode était bien, par contre. Moi, j'attendais depuis le début, j'étais ultra teasée sur oh là là, le pouvoir de Pacifica, qui était supposé donner aux gens la possibilité de résister aux pacificateurs, alors que de base, les humains obéissent aux pacificateurs, ils sont pas capables de ne pas leur obéir, c'est vraiment leur pouvoir. Du coup, moi je me disais, pour l'instant, les humains sont complètement asservis par les pacificateurs. Au 16e anniversaire de Pacifica, il va y avoir une révolution des humains qui vont comprendre dans quel monde ils vivent et qui vont avoir envie de se révolter, et donc il va y avoir une grosse guerre, etc. Et moi, j'étais très teasée parce que j'espérais ça. Et en fait, quand je voyais l'animé passer et que le 16e anniversaire n'arrivait jamais, je me disais non mais...
je sens l'arnaque. Et je me disais, du coup, les pacificateurs, soit ils vont tous se faire battre par Zephyris, et du coup c'est moyennement crédible parce que on nous a teasé à quel point ils étaient forts, etc. Et Zephyris nous a dit moi je suis une arme de la génération précédente, je suis moins évolué qu'eux, etc. Mais voilà, donc du coup en gros ils vont gagner juste par le pouvoir de l'amitié, genre de conneries. Parce que ils étaient pas sur le papier supposés être plus forts, et encore une fois les IA sont supposées être plus intelligentes que ça, donc on peut aussi se poser des questions. Et donc, soit ça, ou soit Pacifica, quand elle va avoir ses 16 ans, tous les pacificateurs vont mourir de fait, et les humains vont être libres de fait, et donc il y aura rien. Et ça serait décevant dans tous les cas. Donc, le moment dialogue avec Seria, il était beau, il était touchant, il était intéressant, mais c'est vrai que quand j'ai eu les révélations, je me suis attendu tellement à un truc de ouf, et ce truc n'est tellement pas arrivé. On aurait dû donner ce scénario à quelqu'un qui aurait eu une vision plus épique des choses, plutôt que là, on est vraiment... Tous les épisodes sont des prétextes à émotions, et c'est toujours des émotions ultra basiques et clichés. À chaque fois, c'est vraiment des trucs déjà vus et revus. Ah oui, ce que j'ai pas voulu vous spoiler, c'est que quand Pacifica est amnésique, elle est recueillie par un mec qui s'appelle Furet, qui est évidemment un ancien mec de l'armée, qui du coup est pote avec des gens du gouvernement qui sont chargés d'éliminer Pacifica, etc. Donc les mecs vont venir chez lui en disant reviens, reprends du service. Lui il leur dit non. Et donc les autres disent la princesse maudite est chez lui, il faut la buter. Lui va s'arranger pour laisser s'enfuir Pacifica et Léo pendant qu'il va résister pour la protéger, et donc évidemment il va se faire tuer en essayant de la protéger pour lui permettre de s'enfuir avec Léo. C'était un mec, classe, silencieux, sympa. Il avait toutes les caractéristiques du mec cool qui allait mourir pour se sacrifier pour la fille, et c'est ce qu'il a fait, et je me suis dit... C'est dommage en fait. À chaque fois qu'on voit un perso, on a l'impression d'avoir déjà compris exactement ce qu'il allait faire. Ça se passe toujours exactement comme ça. D'un côté, j'étais contente parce qu'il n'y avait jamais eu de mort parmi les gentils jusqu'à maintenant et je trouvais pas ça très crédible. Mais d'un autre côté, le seul mec qui est mort, c'est le mec où c'était écrit sur sa tête qu'il allait mourir. Dès qu'on l'a vu, ça se voyait, mais c'est dingue quoi. Dans les 30 premières secondes où le mec est introduit, on se disait celui-là, c'est celui qui va mourir. Si ça se trouve, les voyants me diraient, mais même dans son physique, ça se voyait quoi. Je suppose qu'on en est là parce que vraiment dans sa manière d'agir, de parler, tout ça, mais ça se voit à des kilomètres. Un animé très cool que je vous recommande si vous avez, comme je vous dis, des attentes émotionnelles et pas rationnelles, et si vous êtes nostalgique. Mais si les critiques que j'ai faites vous paraissent rédhibitoires, ne vous forcez pas. De toute façon, comme je vous dis, essayez un épisode et vous verrez tout de suite si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Et si vous avez écouté mon spoil, sachez que si vous espérez une guerre épique, etc., entre les humains asservis et les humains révolutionnaires et tout, mais ça n'arrivera pas. On va vraiment rester au stade de Shannon avec Zephyris d'un côté, qui se bat contre les pacificateurs de l'autre, même si de temps en temps il se fait aider par la princesse fauve, là je me rappelle plus de son prénom, avec ses IA moins évoluées qui se battent avec elle et qui se synchronisent sur Zephyris par on sait pas trop quoi, parce que on n'en sait pas beaucoup sur ces anciennes technologies, c'est là et puis c'est comme ça, c'est cool. Le personnage de la princesse fauve qui ne sert quasiment qu'à gueuler, vanner tout le monde, et elle aussi c'est son unique... C'est la fille gentille, vaillante, courageuse, tout ça, mais qui est tout le temps en train d'insulter les gens dans l'apparence, alors qu'au fond elle a un bon fond. Ça aussi c'est un perso qu'on a déjà vu un milliard de fois, J'ai aimé cet animé, mais je sais pas si vous pourrez l'aimer aussi. J'espère que ce que je vous aurais dit vous aura permis de vous faire votre avis et d'aller le voir seulement si ça va vous plaire. J'espère que je pourrai vous éviter des déconvenus. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, sauf si c'est de la merde. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!